Ok, bah très bien. Bah merci pour votre présence, pour cette petite présentation de Jellybot. Moi, je suis Vincent Alvin, donc le fondateur de la société éditrice de Jellybot, hein, c'est la société d'Evolis. Alors, juste en quelques mots, hein, deux, trois mots. Nous, on est pure player Microsoft, basé en Normandie. Néanmoins, on couvre la Normandie, l'Île-de-France et l'Aquitaine depuis peu de temps. Donc une cinquantaine de collaborateurs et on a trois cœurs de métier en fait qui sont le collaboratif, le développement d'applications sur mesure et puis tout ce qui tourne autour de la data, enfin data, big data et intelligence artificielle. C'est dans le cadre justement de ce périmètre-là qu'on a travaillé sur un chatbot qu'on a appelé Jellybot. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce produit-là. On l'a lancé officiellement cette année. Et donc, on va vous faire une démonstration aujourd'hui de ces fonctionnalités. Et le but, c'est vraiment faire de la démo. On va pas vous faire de slide de présentation théorique du produit. On va vraiment attaquer sur la démo. Et donc, c'est David Moreau, hein, donc le directeur d'agence de la Normandie, qui va opérer pour cette démonstration-là. Voilà. David, je te passe la main. Est-ce que le micro est activé? Hop, ça va être mieux, je pense. Voilà. Donc David Moreau est directeur d'agence et directeur des opérations de Devolis. Et alors ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, et pour être encore plus, on l'espère, cadré dans le thème, et merci encore une fois pour l'accueil, Patrick. Donc ça va être en fait des démonstrations qui vont s'appuyer sur un client unique qui va être en fait le client Teams. Nos chatbots, enfin les chatbots réalisés avec notre solution peuvent être instanciés sur du client web, du Facebook, du WhatsApp, du web, du live chat, mais aussi du Teams, bien entendu, parce que bon nombre de nos clients en fait souhaitent utiliser Teams comme point central à l'information et au travail quotidien, hein, de tout à chacun. Alors, évidemment, les intérêts de l'interface Teams vont être le point d'accès universel, donc pour l'accès aux données. Alors, soit via l'intégration d'applications, hein, et de composants dans les équipes Teams, comme on peut le faire via les connecteurs, mais aussi finalement via l'accès en fait au chatbot de l'entreprise, puisque notre solution est en fait un MetaBot. Un MetaBot, c'est une solution, un moteur de chatbot qui va être capable de créer autant de chatbots finalement que l'on souhaite sur tous les sujets possibles et inimaginables, et ayant par exemple une interface qui va être unique, qui va être Teams. Évidemment, le but, c'est de ne pas démultiplier les interfaces d'accès en fait aux différents chatbots de l'entreprise, comme on peut l'imaginer si on utilise le chatbot de Salesforce, le chatbot de SAP et de ServiceNow, voilà, où je dois aller finalement pour aller chercher ma donnée. Là, l'idée, c'est d'avoir une interface voilà, qui va être une zone d'échange, en fait, une conversation dans Teams. Et toute l'intelligence, évidemment, du chatbot va être, si l'entreprise le souhaite, de n'avoir qu'un seul chatbot, et c'est le chatbot qui va finalement savoir où aller chercher en fait les informations nécessaires pour amener les réponses à l'utilisateur. Donc Teams, voilà, côté universel, côté mobilité, parce que le client Teams, évidemment, utilisable de façon ISO sur un iPhone, un Android, va permettre donc d'accéder à ces données, ces informations en mobilité, mais également un point très important via Teams en mode vocal, puisque on va s'appuyer sur la reconnaissance vocale du device pour faire du speech to text, hein, en l'occurrence, et donc on va être capable de converser avec le chatbot de façon vocale dans son Teams sur son téléphone. Et puis également dans Teams, parce que bien entendu, on a une gestion simplifiée des identités.
grâce évidemment aux connexions Azure AD, enfin voilà, Active Directory, et qui vont nous permettre finalement d'avoir un chatbot d'entreprise moins complexe à réaliser que certains qui vont devoir utiliser des connecteurs finalement voilà, via l'annuaire d'identité. Donc là, vous avez à l'écran en fait la console d'administration fonctionnelle, hein, c'est important. Certes, on y trouve des données techniques dedans, mais c'est avant tout une base, une console fonctionnelle pour les métiers qui vont être en charge en fait principalement de pratiquer le raffinement du bot, donc les phases d'amélioration continue nécessaires à la progression d'un bot et à son efficacité à terme, et également en fait de modifier, voilà, de modifier ces chatbots au fil du temps ou d'en créer des nouveaux. Donc tout ça au travers d'une console qui est une console donc no code. Derrière, on n'embarque pas du tout de code pour créer le contenu, créer les scénarios de conversation, etc. Tout ça se fait graphiquement et le plus simplement possible. Bon, sachant qu'évidemment, ce type de console aussi, nous la faisons évoluer en permanence pour y apporter plus d'ergonomie et de confort d'utilisation. Voilà, donc c'est les quelques points importants avant de passer vraiment à la démo. C'est également la capacité, quelques capacités, je dirais, intelligentes de notre moteur de chatbot, parce que du chatbot, je dirais qu'il y en a une multitude. Beaucoup s'appuient sur un système qu'on appelle la Q&A, qui est un système de questions-réponses, qui est en fait une fac intelligente. Alors intelligente parce qu'on y embarque des capacités de langage naturel, en l'occurrence pour pratiquer de la synonymie, par exemple, sur les questions, qui vont amener une réponse identique à celle connue par le chatbot. Donc là, on va y embarquer en fait notamment du multilingue. Donc en fait, on va pouvoir sur les chatbots parler jusqu'à 8-10 langues possibles en utilisant des services en fait de traduction multilingue Microsoft ou pas, hein, et en l'occurrence, on s'appuie plutôt nous sur une autre solution qui est une solution qui s'appelle DeepL, qui est une solution voilà, très performante, notamment lorsqu'on n'est pas anglophone, donc notamment quand on veut parler mandarin et utiliser un contenu anglais. Il est préférable d'utiliser ce type de solution que Bing, par exemple, en retour d'expérience. Donc multilingue, no code, bien sûr. Et enfin, pour parler un petit peu usage et tarif, en fait, notre moteur ne s'appuie pas sur une tarification basée sur le nombre d'utilisateurs, mais uniquement sur le type de service en fait instancié, puisque en fait c'est une boîte à outils, un petit peu d'ailleurs, hein, si on reprend le principe d'un Power Automate, hein, donc on a des services de base, et puis lorsqu'on veut faire des choses un peu plus complexes ou activer des connecteurs vers des logiciels du SI, et bien en fait, voilà, on a un coût en fonction des options en fait et des services qu'on va activer, et donc tout ça en mode SaaS avec une facturation mensuelle ou annuelle. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à la partie démo. Donc là, vous voyez, je suis dans mon Teams. Et alors, la première chose à remarquer, c'est que, donc, comme je vous le disais, donc, les chatbots hein, se trouvent dans l'onglet conversation comme un collègue, hein, finalement. Donc, j'ai une conversation avec un chatbot comme avec n'importe qui. Là, je les ai juste épinglés, c'est pour ça qu'on les retrouve en haut, mais on voit par exemple que j'ai un autre ici, chatbot, là, qui se trouve dans le fil des conversations classiques. Donc, voilà, on va les retrouver dans ces conversations. Mais on peut aussi, en fait, et il y a un intérêt évidemment en termes de gouvernance, on peut aussi, lorsqu'on va déployer le chatbot dans Teams, le déployer de façon automatisée pour toute l'entreprise et faire en sorte qu'il puisse être très facilement utilisable en le plaçant dans le menu de gauche. En fait, hein, là par exemple ici, on voit que voilà, je tombe sur un chatbot qui prend le plein écran, mais qui est finalement le même que celui que j'ai ici dans mes conversations. Donc facilité d'accès,
au travers d'un outil qui se veut donc, je dirais, l'outil qu'on utilise tout au long de la journée. Alors, la première démo qu'on va faire, c'est autour du support IT. Donc, en fait, on va là utiliser en fait un chatbot donc qui va être connecté à un outil d'ITSM qui est un des leaders du marché, qui s'appelle ServiceNow, donc qui est un peu le SAP de l'ITSM, hein, avec des très grandes capacités au-delà de gérer du ticketing, de gérer notamment du flux, donc en fait des workflows qui vont être en fait des requests, hein, comme par exemple un process de demande d'achat d'un nouvel hardware, hein, par exemple. Et également va embarquer dans ServiceNow, va être embarqué une base de connaissances qui va être en fait la base vraiment d'exploitation des résolutions apportées à des problématiques IT. Et donc, il est évidemment très important d'être capable d'aller fouiller et si possible là où elle se trouve, dans ServiceNow, sans avoir à la répliquer dans le chatbot, hein, dans la base de connaissances du chatbot, parce qu'évidemment, de devoir gérer les deux bases de connaissances n'est évidemment pas envisageable. Et là où aujourd'hui il y a en général un historique, des process qui ont été mis en place pour faire de cette base de connaissances dans ServiceNow, qu'on retrouve d'ailleurs dans GLPI, hein, par exemple, ou dans d'autres solutions, pour en faire vraiment la base de référence. En fait, encore faut-il que le chatbot soit capable donc d'aller fouiller cette base de connaissances et d'en rapporter un résultat probant. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est ça. Donc, en fait, la première chose, dans un scénario utilisateur, je suis un utilisateur lambda de la société et je me pose un certain nombre de questions. Alors, ces questions, ce ne sont pas toujours des problèmes. Cela peut être des questions d'usage. Donc là, je vais prendre, par exemple, une question, c'est comment compresser un fichier. Donc, j'envoie ma demande. Je vais redémarrer, pourtant je vais redémarrer. Voilà, bon. Alors là, je lui ai écrit en anglais, mais normalement, il doit la comprendre. Ah oui, j'ai écrit comment avec 4. Ah, d'accord. Alors je vais quand même compresser un fichier. Là, on voit une petite limite quand même, je pense. Ah oui. Attendez. Voilà. Alors, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses intéressantes. La première, j'ai écrit comment avec 3M. On voit que l'intelligence artificielle, finalement, c'est bien, mais ça a quand même un peu ses limites. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le contenu de cette base, de toute cette démonstration, en fait, le contenu de référence, il est en anglais. Et en fait, le vrai contenu que connaît la base de connaissances, on va basculer, je vais vous montrer ça tout de suite dans la base de connaissances qui se trouve ici, voilà. La vraie question qu'il connaît, en fait, ce sont des questions donc en anglais. Donc là, on voit qu'à 4 questions, j'ai associé en fait une seule réponse. Donc là, vous avez une vue. Donc c'est notre ancienne console. On va voir la nouvelle après, mais peu importe. Vous avez en fait la Q&A. Donc la Q&A, c'est des questions et des réponses. C'est la base d'un chatbot, voilà, le moins intelligent qu'il puisse être. Donc en fait, ces questions et ces réponses, ici, dans cette base de connaissances qui est interne, en fait, là, à la démo qui a été créée à partir de Jellybot, tout le contenu est en anglais. Alors, en fait, c'est pour ça que quand j'ai écrit comment avec 3M, bon, il a eu un petit peu de mal, en fait, à comprendre. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand je lui écris en anglais, pardon, il a bien compris et il m'a apporté donc la réponse qu'il connaît, hein, en anglais, voilà. Avec au passage, on va voir derrière l'intérêt
mais bon, un indice de satisfaction hein, qui permet de savoir si l'utilisateur a été satisfait ou pas de la réponse. On pourrait imaginer une note de 1 à 5 avec des traitements, voilà. Mais on voit également que quand je lui dis cette même phrase en français, il la comprend, donc automatiquement. Et derrière, il traduit également même la réponse, en fait, également automatiquement dans la langue dans laquelle je lui ai posé la question. Donc, à ce chatbot, bon, j'avais préparé, je crois, quelque part, une petite fenêtre DeepL, mais je ne sais pas si je l'ai encore, peu importe, oui, ici. Donc, je vais juste vous montrer, voilà, donc là, je vais lui parler en russe, par exemple, et en fait, de la même façon, il va comprendre ce que je lui dis. Ah, et, il fallait d'abord lui dire que j'étais content. Voilà. Bon, et là, voilà. Alors, vous allez voir derrière à quoi correspondait cette phrase, mais voilà, en parlant en russe, en fait, là, je lui ai demandé de lui montrer l'ensemble de mes incidents ouverts. En fait, donc voilà, on peut lui parler dans sa langue native, et le chatbot, en fait, en fonction du type de réponse, va pouvoir répondre, parfois, en tout cas dans la langue native, mais également de l'utilisateur. Le deuxième, oui, le point important quand on fait tout ça, bien sûr, c'est le côté donc amélioration continue. Si je reprends là le dialogue qu'on vient de faire tout de suite, donc, je vais dire le dialogue, voilà. Donc là, c'est voilà, ici dans la console, j'ai le dialogue que je viens de produire, donc je vais sur le détail. Et je vois que voilà, la phrase qui lui a été posée, c'est comment compresser un fichier. Ça, c'est la question donc, de l'utilisateur. On voit ici les questions qu'il connaît, et en fait, ça fonctionne sous forme d'un scoring qui va rapprocher en fait la question de l'utilisateur par rapport aux questions qu'il connaît. Donc, ce système de scoring va permettre de déterminer si je donne la réponse à l'utilisateur ou pas, en fonction d'un seuil, d'un niveau seuil en fait que j'ai déterminé par rapport à la qualité en fait de ma base documentaire principalement. Ce qu'il faut juste bien prendre en compte, c'est que ce système de scoring, il permet de réduire très très fortement ce qu'on appelle le taux de confusion du chatbot. Le taux de confusion du chatbot, c'est lorsque le chatbot vous dit « je n'ai pas compris en fait votre question, je ne sais pas y répondre », voilà, et vous demande autre chose, enfin, de faire autre chose. Cette confusion, en fait, plus elle est grande, plus elle est un frein à l'utilisation du chatbot, voire elle peut être en fait un risque d'abandon en fait de l'utilisation, parce que si à chaque fois que l'utilisateur pose une question, on lui dit qu'on n'a pas compris, rapidement, je pense que vous êtes tous comme moi, on va dire bah, il connaît rien et je n'y reviens plus finalement. Donc cette capacité de gestion des seuils de score va permettre par exemple, si je suis au-dessus de 80%, de 0,8, de pousser la réponse. Si je suis entre 0,6 et 0,8, je vais plutôt demander un complément parce que je ne suis pas sûr. Donc je vais reposer une question. Si je suis entre 0,4 et 0,6, je vais dire bah, je n'ai pas compris, mais par contre j'ai des questions qui se rapprochent un peu de ce dont vous me parlez, et donc je vais afficher les questions en demandant si l'utilisateur me confirme que c'est une de ces questions-là finalement qu'il voulait poser. Et enfin, si l'utilisateur me dit non, non, c'est toujours pas ça, bien je vais pouvoir, dans le cadre d'un support IT, je vais pouvoir créer un ticket. Et finalement, on voit qu'en gérant des seuils de différents niveaux, la création du ticket vient en dernier recours finalement. Donc, et même il y a d'ailleurs une autre alternative avant de créer le ticket, c'est que je veux parler à un humain. Donc, sur ce principe, en fait, je vais pouvoir dire que si je suis dans un score entre 20 et 40, ben, je passe la main à un humain, par exemple, automatiquement. Et voilà. Donc, tous ces plages de seuil vont permettre finalement de déclencher des actions différentes ou des flux différents ou des passages à des humains dans le but de réduire le taux de confusion. Et donc, il est extrêmement important de suivre, en fait, via un administrateur fonctionnel du chatbot, cette notion de scoring, en fait, pour voir quelles ont été les demandes qui n'ont pas du tout été comprises et de les rajouter dans la base de connaissances pour que la prochaine fois où cette question soit posée, eh bien, on ait une réponse. Et puis, bien sûr, de gérer les cas d'insatisfaction et de satisfaction que les utilisateurs vont se poser, mais surtout d'insatisfaction, bien sûr, pour essayer d'y répondre au mieux. Maintenant, donc là, oui,
on m'a très bien répondu. Ah oui, on était en dessous. Ok. Maintenant, j'ai un problème. Donc, en fait, je vais lui dire que j'ai un écran bleu. Un problème, j'ai un problème. Écran bleu. Donc là, en fait, il n'a pas la réponse dans la Q&A parce que voilà, je ne peux pas gérer évidemment toutes les problématiques. Et puis en plus, parce que j'ai une base de connaissances, comme je le disais, dans ServiceNow, qui contient déjà beaucoup de résolutions de problèmes. Donc là, en fait, il m'affiche un article, et quand j'ouvre l'article, en fait, mais où va-t-on? Donc, eh bien, on va simplement sur ServiceNow, dans la base de connaissances, sur l'article, alors, qui correspond le mieux, selon le chatbot, au problème posé. Alors là, on n'est plus, et vous allez comprendre le titre peut-être du webinar tel qu'on l'avait proposé, le chatbot presque 100% Microsoft, parce que en fait, cette fonction, cet algorithme, en fait, c'est un algorithme qui est travaillé par des data scientists de notre société, qui sont donc des data scientists qui travaillent sur de l'analyse sémantique. Et donc là, en fait, on est sur de la fouille de documents, de corpus de documents et de détermination du document le plus pertinent par rapport à une question posée. On voit d'ailleurs au passage que, comme tout à l'heure, le document est en anglais et il m'amène une réponse en français. Ça, c'est intéressant également quand même. Pour certains pays, la France, on n'est pas forcément au top, mais il y a des pays, je pense à l'Espagne ou dans les pays asiatiques, en fait, qui ont voilà, des vraies problématiques d'anglais, de conversation en anglais. Là, en fait, l'intérêt, évidemment, c'est d'aller chercher les documents. Mais alors, malheureusement, on n'était pas prêt pour cette démo, mais on est en train de travailler à une amélioration en fait de cet algorithme pour aller non plus chercher en fait un document, parce que lorsqu'on fouille des corpus de documents, quand on parle de compliance pharma avec des SOP ou du RGPD, on peut avoir jusqu'à 10 000 documents. Chaque document peut faire jusqu'à 20 pages, en industrie par exemple, ou sur des normes. Donc bien sûr, d'amener un document, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Donc là, on travaille sur des algorithmes qui sont capables d'aller en fait trouver le paragraphe dans le document le plus pertinent, donc le paragraphe le plus représentatif par rapport à la question posée par un utilisateur. Et on va même plus loin, en fait, on travaille sur la génération d'une phrase réponse qui va être en fait construite sur la base du paragraphe du document le plus pertinent. Donc c'est le but, en fait, c'est d'amener non plus une référence à un document. Là, on voit déjà un aperçu, ce qui est déjà intéressant, mais c'est même d'aller jusqu'à synthétiser finalement une phrase réponse intelligente de façon automatisée par rapport à un document complet finalement. Donc là, voilà, ça c'est une brique en fait développée par Devolis et qui, encore une fois, ne fait pas partie des services de Microsoft, mais qui ouvre des champs de possibles extrêmement importants lorsqu'on pense par exemple à du SharePoint. Et combien d'entreprises aujourd'hui ont des centaines, voire des milliers de documents dans du SharePoint, et malheureusement avec des limitations, en tout cas pour l'instant, pour l'accès intelligent à ces documents. Maintenant, alors là, effectivement, je ne l'ai pas montré, mais si je recommence, par exemple, Blue Screen, très rapidement pour vous montrer le process en support IT un peu complet. Je lui dis qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que j'attends. Donc là, voilà, vous voyez, dans le principe d'éviter le taux de confusion, enfin le repli immédiat du chatbot en disant « je n'ai pas compris » ou « voulez-vous parler à un humain ?» On essaye déjà, finalement, dans les bonnes pratiques et dans les scénarios, voilà, je dirais, les plus humains possibles. C'est qu'en général, quand on vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous dites bah, « est-ce que tu peux me répéter ou est-ce que tu peux me donner un peu de détails ?» C'est exactement la même chose. Donc là, je lui dis, par exemple, c'est quand j'allume mon... Voilà, hop, quand j'allume mon PC.
Donc là, il regarde s'il trouve quelque chose de plus pertinent par rapport à ce qu'il avait trouvé déjà. Non. Donc il me dit qu'en fait, il va créer un incident pour moi. Donc pour l'utilisateur, finalement, il sait que voilà, on s'occupe de lui. Derrière, qu'on crée un ticket dans ServiceNow, dans machin, peu l'importe finalement. Et c'est ça l'usage du chatbot en support IT, c'est de ne plus se préoccuper finalement de l'outil d'ITSM. Et pourtant, eh bien en fait, on va l'utiliser. Donc là, je veux par exemple joindre une pièce jointe à ma demande. Donc je vais y joindre hop, un petit fichier, par exemple celui-ci. Donc je viens tout simplement, et encore une fois, alors pas de bol, je l'avais déjà déposé tout à l'heure. Donc voilà, je vais le remplacer par exemple. L'intérêt de Teams, hein, bien sûr, l'interface, qui est, voilà, on fait du glisser-déposer, c'est évidemment très très user-friendly. Donc, il est en train d'uploader le document. Alors, je ne suis pas fibré, c'est un petit peu long. Voilà, ça avance. Il a terminé. Donc, maintenant, je peux pousser le... Ah oui, il faut que je lui donne un petit nom. Capture d'écran. Voilà. Alors là, vous voyez qu'en lui donnant d'ailleurs un nom, en fait, il renomme de façon automatisée la capture qu'on lui donne avec le nom que j'ai indiqué. Donc là, et en fait, donc il vient de créer le ticket. Donc évidemment, si j'ouvre le ticket maintenant, évidemment, je suis bien dans ServiceNow, je retrouve bien ma pièce jointe, hein, voilà, et le ticket a été créé sans que j'ai donc à me connecter à ServiceNow. Ce que redoutent bon nombre d'utilisateurs. Et je vois également, par exemple, donc je veux suivre mes incidents, donc montre-moi mes incidents. Voilà. Alors là, voilà, encore une fois, reprenons l'exemple de la mobilité. Je suis sur mon téléphone, j'ai un peu de temps pour voir un petit peu où en est ma demande. Voilà, je retrouve la liste de tous mes incidents. Il me suffit de cliquer sur une demande pour en avoir le détail. Et je peux voir le statut hein, immédiatement sans avoir à me connecter à l'outil, encore une fois. Et je peux même, ah bah oui, j'ai oublié de dire effectivement un petit commentaire. Donc, c'est surtout le week-end. Hein. Et là, en fait, il a été updaté directement, le ticket, avec mon... Je peux le rouvrir, hein, avec mon... Voilà. Avec mon commentaire. Donc, voilà, l'intérêt, finalement, hein, c'est d'avoir utilisé là, voilà, de la création d'un ticket sans finalement, voilà, avoir l'impression de créer un ticket. Bien sûr, on peut aller demander tous les champs que l'on souhaite ou proposer tous les champs que l'on souhaite à l'utilisateur. Alors, dans le même type, évidemment, c'est par exemple, je veux changer computer. Donc là, en fait, le côté sympa également de ce petit use case, c'est de montrer que dans Teams, on peut aussi afficher des belles cartes. Hein, il n'y a pas à en rougir. Voilà, donc là, on tape en fait dans le catalogue de ServiceNow, dynamiquement, hein, bien sûr, en fonction, pourquoi pas, de mon profil, hein, ServiceNow, bien entendu. Donc, je décide de choisir, voilà, j'aimerais bien avoir l'Asus G-Series, donc je l'indique. Ah, non, on n'a pas pu accéder à ServiceNow, du coup, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est mon instance ServiceNow qui est tombée. Non, voilà. Alors là, on a fait un petit cas d'usage, c'est qu'au-delà du PC, j'ai choisi le PC, on peut créer un flux particulier en fonction, pourquoi pas, du type de matériel demandé. C'est-à-dire que je sais que ces PC-là, c'est du Mac, et j'ai en fait, voilà, j'ai un petit complément qui me demande est-ce que je veux Acrobat dessus.
parce qu'en général, effectivement, les gens qui prennent le Mac ont besoin d'Acrobat. J'ai besoin de Photoshop également. J'ai pas besoin d'Eclipse non plus. Et puis là, je dis, voilà, NA, j'ai pas besoin d'autre chose. N'importe. Et là, j'ai une petite phrase, toujours pour le cas d'usage, pour avertir mon manager. Donc derrière, ça envoie un mail, hein, par exemple, en plus au manager. Ce sont des traitements, évidemment, qui sont très simples à réaliser. De mon changement de poste. Voilà. Voilà, et puis là, bah, comme pour l'incident, hein, donc il crée une request en fait dans ServiceNow, dans lequel je vais retrouver évidemment toutes les données que j'ai pu donner. Voilà, je ne veux pas. Ah oui, alors l'effet démo, hein, j'avais dit que je voulais Acrobat, il m'a mis non, mais bon, enfin voilà, c'est juste la variable qui est mal passée. Le complément, je n'en veux pas, et voilà. Et évidemment, pour suivre, je peux faire un montre-moi mes demandes. Tout ça, toutes ces phrases-là sont évidemment à paramétrer en fonction des envies et des scénarios de conversation, bien sûr. Il est en fin de journée, il fatigue un peu, je crois, le ServiceNow. Bon, sur cette démo, donc Support IT, on a à peu près fait le tour. Il y a juste la capacité, alors effectivement, j'ai peur qu'il se déclenche, mais je vais quand même le tenter, du bot to human. Alors je ne sais pas s'il va se déclencher. Juste pour vous montrer en 2 secondes ce que ça peut donner dans ServiceNow, mais là je crois qu'il est essoufflé. Hein. Bon, c'est pas grave. Le bot to human, sans forcément du coup le montrer, en fait ce que ça fait dans le scénario qu'on a imaginé, en fait il y a une notification qui est faite à des agents qui sont déclarés au niveau de la console d'administration du chatbot comme des agents de ce chatbot, et donc il y a une notification qui est faite automatiquement dans Teams. La personne en fait va accepter en fait, et c'est un système en parallèle. Le premier qui accepte en fait va prendre la demande de support. Et le côté intéressant, c'est que la conversation avec l'agent va se passer dans cette fenêtre du chatbot et non pas dans la fenêtre de l'agent. Donc l'agent, lui, ça va lui permettre quoi? Ça va lui permettre de retrouver tout l'historique de la conversation. Et puis pour l'utilisateur, en fait, il reste dans sa fenêtre. L'agent lui répond. L'agent dit OK, le problème est résolu, il coupe en fait sa connexion entre guillemets, et puis le bot reprend la main pour la suite. Voilà. Donc ça c'est ce premier chatbot, donc support IT, avec déjà on a vu pas mal de choses, le multilingue, l'analyse sémantique dans des corpus de documents, après tout ce qui est évidemment propre au support IT, la Q&A, la partie scoring, déclenchement d'actions en fonction des seuils et des scores. Maintenant, on va utiliser un autre chatbot pour vous montrer quelques autres concepts. Alors, ça, c'est un chatbot, en fait, donc autour de la prévention en entreprise. Et donc, on a verticalisé un petit peu ce sujet-là pour simplement donner aussi des cas d'usage à nos contacts et prospects. Mais également, en fait, alors il a été fait pendant le confinement. Il a été décidé, on va dire, le lendemain peut-être du confinement, le 24 mars. Et pour tout vous dire, donc tout ce que vous allez voir là en termes de contenu, enfin en termes de conception, donc les flux, je ne vais pas forcément tout montrer, mais la conception du chatbot a été faite en 1 jour. Voilà, pour vous donner un peu la charge nécessaire pour créer, quand on a une petite formation, un petit transfert sur la console d'administration. Mais voilà, c'est hyper simple, hyper rapide de créer. Évidemment, la Q&A, je ne parle pas du contenu, des questions, des réponses, hein, mais d'instancier cette base de connaissances, de créer quelques flux et de mettre en route le chatbot. Et voilà, c'est extrêmement rapide. Donc, dans les petits cas d'usage que je vais vous montrer, ici, donc, on a fait autour de la prévention d'entreprise
Donc, quand on parle prévention, évidemment, et il faut imaginer ce chatbot comme une approche de conduite du changement, très très globale, puisque la prévention, une partie, en tout cas, concerne la conduite du changement. Donc, en fait, on a imaginé différents voilà, points d'entrée qui sont proposés au travers de cette carte ici, que je bouge là à l'instant, avec un point d'accès vers le contenu déjà existant dans l'entreprise autour des formations internes. Voilà, il y a sans doute déjà des supports, etc. Donc le but, c'est tout simplement dans ce périmètre verticalisé, de donner aussi l'accès, bien sûr, à du contenu déjà présent dans l'entreprise. Donc, de la formation interne avec du contenu existant, des fiches pratiques avec éventuellement du contenu externe. Et donc là, on va voir que, par exemple, on va aller chercher des fiches gouvernementales qui ont été mises à disposition par la Directe, par exemple, sur les gestes, barrières, etc. Et alors, la possibilité de poser une question, comme on l'a vu tout à l'heure sur la Q&A, ça, je vais pas y revenir, mais également des options ici de type quiz ou évaluez-vous. Donc là, ce sont des flux qui vont utiliser une technique dont on parlait avant que le webinaire démarre vraiment avec Patrick, donc qui sont des techniques de chatbot inversé et qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Juste avant, vous montrer la partie formation interne. En fait, donc là, voilà, ça m'ouvre une carte dans laquelle finalement j'ai N choix avec, en fait, soit, par exemple, on a simulé ici l'accès à un SharePoint qui va répertorier toutes les formations déjà disponibles et sur lesquelles on pourrait aller chercher, pourquoi pas, des vidéos dans stream ou du contenu PDF existant, etc. etc. Et puis un autre exemple ici pour montrer qu'on peut également aller sur du contenu externe, par exemple sur YouTube, pour aller afficher les règles voilà, qui sont proposées par le gouvernement, et parce qu'une vidéo, c'est sympa aussi en termes de contenu, par exemple. Les fiches pratiques, on retrouve un peu le même principe avec pareil, un carrousel. Alors, tous ces carousels, bien sûr, il y a différents types de visuels. Là, on voit qu'également, alors, on peut ouvrir ensuite le document. Et quand on l'ouvre, ici, juste pour info, on a également prévu une petite, un petit repository qui est propre au chatbot, parce que, voilà, on s'est dit que peut-être il y aurait des documents qui n'ont pas vocation à être sur le file system. Je vois pas forcément lesquels, mais voilà, imaginons une toute petite structure qui n'a pas forcément tout ça sous la main. Mais en fait, dans le chatbot, on a également ici la possibilité d'avoir un petit repository dans lequel on va déposer des documents, comme on le fait dans Yammer, hein, c'est exactement le même principe, et ces documents ne vont être accessibles que dans le périmètre du chatbot. Voilà. Alors, la partie la plus importante ou la plus intéressante, sur laquelle on s'est vraiment bien amusé, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va appeler la mise en situation. Alors, toujours dans ce contexte de change, on a voulu justement, sur ces principes, imaginer, on va parler de prévention sanitaire ou de sécurité informatique et par exemple de l'ISO 27001, ou de compliance également dans des grands groupes. Il est régulièrement demandé aux salariés de pratiquer en fait des exercices, des mises en situation, et qui vont nécessiter donc de pratiquer voilà, cet exercice, donnant lieu à un score. Et tant que ce score en fait n'atteint pas un seuil, eh bien en fait on va devoir repasser cet exercice jusqu'à obtention du score, ce qui permettra à l'entreprise de prouver que l'ensemble de ses collaborateurs est prêt à recevoir une attaque de phishing ou est prêt à organiser une réunion en période Covid. Hein, voilà, on est sur les mêmes sujets. Donc c'est ce principe-là en fait. Évaluez-vous, dans un exemple très simple, propose deux types de mise en situation en entreprise, comme par exemple l'unité de production. Donc là, c'est plutôt dans un cadre de risque de prévention en milieu industriel. Et alors, tout le scénario, évidemment, complètement customisable, ça reste qu'un exemple. Mais on va simuler finalement, voilà, je viens travailler le matin, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans l'UP et qu'est-ce que je dois faire pour en sortir, voilà, tout simplement. Donc, quel est l'équipement, en fait, pour entrer dans l'UP?
Donc voilà, je pense que c'est la bouse. Alors là, je vais passer rapidement les réponses, mais ce qu'on voit, c'est qu'on va enchaîner un scénario finalement. Et ce qui vient en fait d'étonnant dans ce cas d'usage, c'est ce que j'appelais le bot inversé, c'est que ça n'est plus moi qui pose des questions, là c'est le chatbot qui me pose des questions. Donc dans ce mode-là, le chatbot va récupérer des informations de la part du salarié et non plus l'inverse. Alors là, on montre un cas d'usage qui est celui-ci, qui est finalement un chatbot d'entraînement. Donc on peut imaginer l'entraînement à énormément de choses. Là, on parle de prévention. On peut imaginer de l'entraînement pour des commerciaux à faire de la prospection, de l'entraînement au service RH pour les nouveaux arrivants. Enfin voilà, les sujets sont très nombreux. On nous a demandé par exemple un chatbot pour entraîner des personnels de santé à gérer des cas complexes auprès de patients atteints de pathologies très graves. Voilà, donc ça, ce sont des vrais cas en production en fait d'utilisation de ce chatbot en mode inversé au travers de ce type voilà, de dialogue. Alors, qui là se situe dans Teams, mais bien sûr, lorsqu'on parle de cas comme ceux que vous citez précédemment pour les personnels de santé, on va plutôt être dans un chatbot, dans une page web, avec un bel habillage, avec de l'aide, etc., puisqu'on s'adresse à des personnels qui ne sont absolument pas sensibilisés aux outils informatiques pour certains, hein, les praticiens. Donc voilà, tout est possible, mais le principe de ce chatbot inversé amène de très grandes possibilités. Et pendant que je termine également le quiz, en passant les questions un peu au hasard, je vous l'avoue, un des points extrêmement intéressants de ce mode d'opération également se situe dans le contexte des chatbots RH, parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle de chatbot RH, qui est le deuxième gros domaine, à part le support IT, sur lequel aujourd'hui l'entreprise se penche dans le cadre de la mise en place de chatbots. Dans le support RH, aujourd'hui, il y a une grosse attente. Pourquoi? C'est lié évidemment au contexte sanitaire, du télétravail parfois jusqu'à 50, 60, 70% encore, hein, dans certaines structures pour certains types de personnel, très très peu de contact physique, beaucoup d'isolement hein, parfois. Finalement, et cet isolement, il est vrai pour le salarié, mais aussi pour le manager. C'est-à-dire que un manager qui, certes, Teams, et on le pratique tous au quotidien, est très intéressant, mais parfois c'est bien, je reviens à la machine à café, c'est bien parfois d'être avec quelqu'un, parce que quand quelqu'un a des problèmes, c'est aussi en lui demandant comment ça va qu'il va en parler. C'est pas voilà, en se voyant au cours d'un meeting Teams, tout simplement. Voilà. Et à la rigueur, tant qu'on ne pose pas la question au salarié, le salarié ne va pas forcément en parler. Alors sur ce principe-là, il y a un sujet qui justement sur ce côté RH qui est très intéressant, c'est finalement la notion un peu de baromètre d'un groupe, d'un salarié, d'une société. Et en fait, au travers d'un chatbot inversé, on peut par exemple imaginer des campagnes, on va les appeler comme ça, mais sur lesquelles en fait on demande aux salariés comment ça va tout simplement. Hein, et en fait, en utilisant non plus finalement des choix proposés comme on les voit là, mais du langage naturel, c'est-à-dire que le salarié, s'il le veut ou pas, mais peut dire voilà, je suis un peu, je me sens très bien ou je suis un peu inquiet, mais peu importe ce qu'il dit, en utilisant soit de l'analyse derrière humaine, hein, bien sûr, si voilà, le salarié sait que son contenu peut être vu par les RH exclusivement, hein, par exemple, ou par de l'analyse artificielle. Et là, on parle d'analyse de sentiments. On peut imaginer détecter finalement des cas de problèmes hein, dans l'entreprise et les anticiper en fait au travers de ce type d'échange, voilà, qui peut être plus ou moins automatisé et recréer finalement un lien, recréer du collectif même finalement, là où on est sur un outil qui s'appelle un robot. Voilà, donc ce sont des cas d'usage
qui sont extrêmement intéressants et plein d'avenir. Donc là, alors j'avais plein de questions dans cette mise en situation. Tout ça pour finir en me disant que finalement j'ai obtenu un score de 3 sur 9. Donc comme je le disais tout à l'heure, ensuite au travers de la console que je vais retrouver ici, je crois que c'est celle-ci, voilà, sur le chatbot prévention. Donc là, c'est notre nouvelle console. Alors, oui, je vais vous montrer aussi quelque chose derrière. Mais là, en fait, voilà, on voit ici les utilisateurs. Je peux voir, en fait, les résultats des tests. Alors, je crois que c'est ici, voilà. Sur, par exemple, le personnel de production, sur le cas d'usage production, unité de production. Je vois que 75% en fait, de mon personnel a répondu en fait au quiz, enfin à la mise en situation. Seulement 33 en fait l'ont réussi. La moyenne est de 6. J'ai estimé que moi je souhaite qu'ils aient un score de 7 pour que le score soit, enfin le test soit validé. Et puis ensuite, je peux aller voir individu par individu qui a réalisé en fait quel score, etc. Et je peux voir son meilleur score à quel moment. Et dans une autre partie de la console, je peux en fait lancer ces campagnes de façon groupée et voilà, avoir les relances automatisées pour les personnes qui n'ont pas réussi le test. Le dernier point sur la partie bot prévention, mais évidemment, je vais vous parler d'un sujet qui va être utile sur tous les bots, c'est la notion de mots interdits. En fait, je vais prendre un cas très très simple. On parlait de praticiens de santé tout à l'heure. Quand on est dans des contextes notamment de santé, on a ce qu'on appelle la pharmacovigilance qui interdit en fait l'usage de certains termes dans certaines conversations. Et par exemple, il peut être nécessaire, obligatoire, en termes de compliance, d'interdire en fait certains de ces mots. Donc en fait, on va gérer dans le chatbot une liste de mots interdits par chatbot et sur lesquels en fait le chatbot va avoir un comportement particulier, propre à ces mots interdits. En l'occurrence sur la prévention, donc imaginons j'ai déployé mon chatbot de prévention, j'ai un peu de la RH, et puis voilà, les gens, hein, évidemment, quand on est devant un chatbot, on aime bien parler de tout, parfois faire des blagues ou demander des choses un peu étranges. Donc là, je peux lui demander, par exemple, de me parler donne-moi mon salaire, par exemple. Voilà. Donc là, en fait, il a repéré dans cette phrase, qui pourrait être commune à tous les bots de l'entreprise, hein, par exemple. Voilà, mais voilà, effectivement, c'est un exemple. Ah, donc là, il a repéré salaire, en fait. Salaire est un mot interdit qui est géré dans cette liste, et donc il donne une phrase qui est propre à cette gestion des mots interdits, qui est donc je ne suis pas autorisé à parler de ce sujet. Très rapidement, le dernier exemple de chatbot. Donc là, c'est un chatbot qui a été, c'est une démo. Hein, c'est pas aujourd'hui ce chatbot qui est en production, qui est fait dans un contexte de supply chain. Donc ce contexte de supply chain, c'est nous on y croit très très fermement, c'est en fait la capacité de pouvoir accéder aux données dans des environnements difficiles, et notamment, par exemple, par la voix, dans une unité de production, où je suis bien souvent équipé, si je reparle de la pharma, avec des équipements. Je n'ai pas de PC avec moi, j'ai juste une console au milieu de l'UP qui me donne la visu sur le MES et le SAP, mais j'ai clairement pas un accès à toutes mes données forcément facilement. Parfois, je dois retourner dans le bâtiment administratif en enlevant mes EBI, d'où le test de mise en situation juste précédemment, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais donc, tout ça est assez compliqué. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, depuis un Teams notamment, puisque en mobilité, est-ce que je peux accéder à des données de production en fait via un chatbot? Donc oui, donc là on va simuler en fait alors je vais vous montrer juste avant, hop,
cet écran. Donc là, en fait, on est sur un Blazor hein, qui va simuler une base de données SAP, en fait. Donc de production. Donc j'ai des lignes de production, j'ai est-ce que mes lignes sont actives ou pas actives, hein, donc ça, ce sont des paramètres qu'on va retrouver sur un MES, hein, par exemple. J'ai des statuts. Voilà, j'ai des actions, j'ai des feedbacks, c'est-à-dire j'ai des données, etc. Voilà, certaines données qui sont donc dans ma base de données et que je vais donc en fait interroger via mon Teams. Et en fait là, le but, ça va être de vous montrer ce dont on a parlé tout à l'heure. Ce sera la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la gestion donc des entités. Donc la notion en fait d'intelligence du chatbot pour comprendre que dans une phrase, il va lui manquer des paramètres pour vous donner la réponse. Donc là, on est sur l'unité, voilà, on est sur l'unité de production. Donc on a un certain nombre de d'exemples. Hein, quel est l'OEE de la ligne T18, voilà, par exemple. Donc là, voilà, il a repéré finalement, cette phrase, il la connaît. Alors, il connaît quoi? Il a repéré en fait le terme de OEE auquel il associe finalement deux paramètres. Le numéro de la ligne, enfin la désignation de la ligne et une date. Donc la ligne, on voit que je lui ai déjà donné, donc il ne me pose pas la question. Si je ne l'avais pas mis, en fait, il me l'aurait posé. Par contre, il me demande à quelle date. Alors là, on va voir un petit peu d'intelligence artificielle. Je peux lui dire, par exemple, à hier. Donc là, hier, voilà, l'intelligence artificielle, elle intervient où? C'est que hier, hier, c'est hier, hein, c'est 4 lettres, voilà, pour tout à chacun, mais pour une intelligence artificielle, ou en tout cas un outil informatique un petit peu évolué, c'est la capacité de convertir en fait un terme en une date. Donc là, il a bien retrouvé la date d'hier, donc le 30-09. Sur le même principe, je pourrais lui dire la semaine dernière, avant-hier, par exemple, ou je pourrais lui dire également, si je lui dis quelle est l'OEE de la ligne. Ah bah, je vais même pas mettre la ligne, donc comme ça, voilà. Donc là, il me demande la ligne secteur, donc on va dire toujours la T18. Et à quelle date je lui dis demain. Et là, en fait, bah voilà, évidemment, il a beau avoir beaucoup d'intelligence, mais malheureusement, il ne peut pas encore prédire l'avenir. Donc voilà, donc petite phrase encore une fois pour toujours amener une réponse à l'utilisateur et ne pas tomber sur je ne peux pas répondre à votre question. Voilà, sur par exemple cet exemple. Donc si on met avant-hier, par exemple ici, il va nous donner la date du 29-09. Voilà. Alors après, de la même façon, si je lui dis quel est le statut OE des lignes du self-care. Donc il va me demander également une date. Voilà. Donc là, ces données, elles se trouvent tout simplement dans la base de données. Là, bah, il me dit qu'il n'a pas de données en fait pour cette date en fait qu'on lui a posée. Alors, des questions également intéressantes parce que c'est encore une fois le cas d'usage. C'est pas forcément la question-réponse avec la base de données. On a bien compris qu'il savait ramener les données, mais dans les cas d'usage, par exemple, où se trouve un composant? Et où se trouve un composant? C'est une question qu'en production on se pose très très souvent. Donc, où se trouve un composant, où se trouve une production. Donc là, je lui donne le nom du composant. C'est le 204-569. Et là, on peut imaginer, bien sûr, des mécanismes intelligents derrière. C'est de la base de données, ça peut être de la géolocalisation ramenée dans la réponse pour aller pointer sur le plan de l'usine où se trouve le composant de façon précise. Donc voilà, c'est la notion finalement. C'est pas toujours le comment, ça peut être le où, le quand. Voilà, sur des questions de production, c'est intéressant. Et puis après, je suis sur ma ligne de prod et puis je veux connaître quelle est la quantité en stock. C'est une question aussi essentielle de la caisse pour l'eurocode
323 41 12. Voilà. Et là, il a été cherché, par exemple, dans SAP, le stock restant. Voilà. Dans le premier, il peut aller chercher dans le MES. Dans le deuxième, il va chercher dans le SAP. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est cette notion d'activité et d'inactivité. En fait, donc, si je clique là et je désactive la ligne, et que je valide, qu'est-ce qu'il vient de faire? En fait, il vient de m'envoyer une notification automatique d'interruption de la ligne de production. Donc ça, c'est un intérêt également énorme, évidemment, en termes de gestion d'alerte. Vous allez pouvoir en fait mettre des triggers sur n'importe quel type de données, de variation de données, pour aller vous pousser en fait des alertes aux populations concernées directement dans Teams. Ça, on le voit sur la ligne de prod, et on voit très très facilement l'intérêt. Pour terminer, je vais rebasculer dans les mots sur le support IT. Imaginons que SAP tombe à 8h05 du matin. Je pense qu'il vaut mieux envoyer une notification dans Teams de façon automatique en fait, à tous les utilisateurs de SAP plutôt que le support IT soit inondé en 10 minutes de 500 appels parce qu'on ne sait pas que le SAP en fait est tombé. Voilà. Donc cette notion évidemment de notification, elle est évidemment extrêmement intéressante. Voilà, pour moi, j'en ai fini. Je ne sais pas si Vincent, tu avais des compléments avant bien sûr de laisser la main pour les éventuelles questions. Non, pas de complément particulier. Je pense que tu as fait un bon panorama de capacité de notre robot. Ouais, c'était très très varié en fait, donc c'est intéressant. Je ne sais pas si effectivement il y a quelques questions ou tout était clair, comme on dit. Toujours la première question qui est la plus difficile. Bon, bah, sinon, on va en rester là. Bon, Ça très marche. bien. Merci beaucoup à vous. Bah, de rien. Et puis, ouais, bah, écoute, à une prochaine, sans doute, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces bots et plein de retours d'expérience à partager, je pense. Ouais, Complètement. Bien sûr. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à Parfait. tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, merci encore Patrick.